Sors tes affaires. Maman, il est temps que tu trouves un endroit à toi. » Ces mots, crachés par ma propre fille, Claire, ont claqué comme un coup de fouet dans le silence de mon salon. Moi, Anne Dubois, 70 ans, veuve, propriétaire de cette maison où j'ai élevé ma famille, où chaque mur porte les souvenirs de 40 ans de mariage, on me sommait de partir, de quitter mon foyer, comme si j'étais une locataire indésirable, une vieille femme encombrante qu'on pouvait jeter dehors sans ménagement. Claire, ma fille unique, et son mari, Marc, se tenaient là, arrogants, me regardant, avec une condescendance à peine voilée, tandis que leur regard criait « Tu es finie, maman !» Ce qu'ils ignoraient, c'est que ce moment, ce coup bas, n'était pas la fin de mon histoire, mais le début de ma révolte, une révolte qui allait les faire tomber de leur piédestal. Si cette injustice vous révolte autant que moi, si vous ressentez cette colère face à l'ingratitude, likez cette histoire et laissez un commentaire avec le mot « justice » pour partager votre indignation. Depuis 5 ans, depuis la mort de mon cher Henri, j'ai porté le poids de cette maison seule. Chaque brique, chaque meuble, chaque plante dans le jardin que j'ai soigneusement entretenu, tout m'appartient. Quand Claire et Marc sont arrivés il y a 2 ans, ils ont prétendu vouloir prendre soin de maman, arguant qu'ils économisaient pour leur propre maison. J'ai ouvert ma porte, mon cœur, mes ressources, pensant que ma fille, celle que j'avais bercée, nourrie, aimée sans condition, me rendrait cet amour par du respect. Quelle naïveté! Dès leur arrivée, ils ont pris possession de ma maison comme s'ils en étaient les seigneurs. Le salon, où Henri et moi passions nos soirées à rire, a été vidé de mes meubles rustiques en chêne pour faire place à leurs canapés modernes et froids. Choisis sans me consulter. « C'est plus chic, maman, tu ne trouves pas ?» m'a lancé Claire avec un sourire narquois, comme si mes goûts étaient une insulte à leur modernité. La cuisine, mon sanctuaire où je préparais des repas pour notre famille, est devenu leur domaine. Marc décidait des menus, critiquant mes plats traditionnels. Trop lourds, Anne, on mange léger maintenant, tandis que Claire réorganisait mes placards pour y entasser ses gadgets inutiles, mon propre salle de bain, où j'aimais me détendre dans un bain chaud après une longue journée, a été envahi par leurs produits de luxe, des flacons qui coûtaient plus cher que ma pension mensuelle, reléguant mes modestes affaires dans un coin poussiéreux. Mais ce n'était que le début de leur prise de contrôle. Claire a commencé à organiser des soirées somptueuses dans ma maison, invitant leurs amis branchés de Paris, des gens qui me regardaient comme une relique du passé. Lors d'une de ces fêtes, j'ai osé descendre pour saluer les invités, espérant partager un moment de convivialité. Claire m'a intercepté dans l'escalier, son ton glacial. « Maman, reste dans ta chambre, tu vas gêner, ce n'est pas ton style. » Pas mon style. Dans ma propre maison, les rires moqueurs de ses amis, commentant mes vêtements démodés pendant que je nettoyais leurs verres sales après leur départ, ont percé mon cœur comme des aiguilles. Pire encore, j'ai découvert que Claire utilisait mon compte bancaire pour financer ses soirées extravagantes. Elle avait accès à mes économies, celles que j'avais soigneusement mises de côté pendant des décennies, et elle s'en servait comme si c'était son dû. Un jour, en vérifiant mes relevés, j'ai vu des dépenses pour du champagne à 200 € la bouteille, des décorations hors de prix, et même une facture pour un traiteur de luxe. Quand j'ai confronté Claire, elle a ri, un rire cruel. « Maman, tu n'as aucune idée de ce que coûte la vie aujourd'hui. Considère ça comme notre contribution à ton image. » Contribution. Il me volait, me dépouillait de ma dignité et de mon argent, et osait appeler ça une faveur. Chaque jour, je devenais plus invisible dans ma propre maison. Mon petit-fils, Emma, 15 ans, venait parfois me rendre visite, mais Claire s'assurait de monopoliser son attention. « Laisse mamie se reposer. Ma chérie, elle est fatiguée, » disait-elle, me reléguant dans ma chambre comme une vieille poupée qu'on range au grenier. Emma
douce et sensible, me lançait des regards désolés, mais elle était trop jeune pour défier sa mère. Pendant ce temps, Madame Lefebvre, la voisine curieuse qui adorait colporter des ragots, ne se privait pas pour amplifier l'humiliation. « Oh, Anne, tu as de la chance que Claire et Marc s'occupent de toi. À ton âge, on ne peut plus vivre seul, tu sais. » Ces mots, dits avec un sourire faussement compatissant, étaient comme du sel sur mes blessures. Elle racontait à tout le quartier que j'étais devenue inutile. Une vieille femme dépendante de la générosité de sa fille. Chaque remarque, chaque regard de pitié, alimentait une colère sourde en moi, une rage qui bouillonnait sous ma façade de calme. Un soir, alors que je rangeais la vaisselle après une énième soirée où j'avais été exclue, j'ai trouvé une note sur le comptoir, écrite de la main de Claire. « Maman, on a besoin de ton bureau pour en faire une salle de jeu pour nos amis. Tu peux vider tes affaires d'ici demain. Mon bureau, où je gardais mes souvenirs, mes photos de Henri, mes carnets où j'écrivais mes pensées depuis des décennies. Réduite à une salle de jeu pour leurs amis arrogants. C'était la goutte d'eau, cette nuit-là, seule dans ma chambre. J'ai senti une force nouvelle monter en moi. J'avais 70 ans, mais je n'étais pas finie. J'avais dirigé une petite entreprise pendant 20 ans, géré des budgets de millions. Pris des décisions qui faisaient trembler des hommes 2 fois plus jeunes que moi. Ils pensaient que j'étais faible, manipulable, mais ils avaient sous-estimé Anne Dubois. J'ai pris mon téléphone et envoyé un message à Sophia Laurent, ma meilleure amie, une avocate à la retraite aussi brillante que redoutable. « Sophia, j'ai besoin de toi. Demain matin, 9 heures. Il est temps que Claire et Marc apprennent à qui appartient vraiment cette maison. » Sa réponse fut immédiate. « Enfin, Anne, prépare tes documents, je t'attends. » Le lendemain, je me suis levée à l'aube, comme je le faisais autrefois, non pas pour préparer le petit déjeuner de Claire et Marc, mais pour reprendre le contrôle de ma vie. J'ai ouvert le tiroir secret de ma commode, où je gardais les actes de propriété, le testament d'Henri, les certificats d'investissement et tous les documents qui prouvaient une vérité simple cette maison, les meubles, la voiture dans le garage, le compte bancaire qu'il croyait contrôler. Tout était à moi. Henri avait tout laissé à mon nom, stipulant que Claire n'hériterait qu'après ma mort. Mais Claire et Marc, dans leur arrogance, avaient oublié ce détail. Ils pensaient que je n'étais qu'une vieille femme sénile, incapable de défendre ses droits. Ils se trompaient lourdement. Pendant 2 ans, j'avais documenté chaque abus, les meubles qu'ils avaient jetés sans ma permission, les conversations où ils me traitaient de fardeau, les factures payées avec mon argent pour leurs caprices. J'avais pris des photos, enregistré des échanges, préparé mon plan avec une précision chirurgicale. Ce n'était pas une simple vengeance, c'était une question de justice. Ce matin-là, alors que Claire et Marc dormaient encore, j'ai quitté la maison sans un bruit, un dossier sous le bras, et je me suis dirigée vers le bureau de Sophia. La colère qui brûlait en moi n'était plus seulement pour moi, mais pour toutes les femmes de mon âge. Invisibilisées, méprisées, reléguées au second plan par ceux qu'elles avaient aimés et élevés. Claire et Marc pensaient m'avoir brisée, mais ils venaient de réveiller une femme qu'ils ne connaissaient pas, une femme qui avait passé des décennies à construire cette maison, cette vie, et qui n'allait pas la laisser détruire par leur ingratitude. Alors que je montais dans le bus pour rejoindre Sophia, je sentais mon cœur battre plus fort, non pas de peur, mais d'une détermination froide et implacable. Ils voulaient me chasser de chez moi. Ils allaient découvrir que c'était eux qui allaient devoir partir. Le soleil perçait à peine à travers les rideaux de ma chambre, mais je ne dormais plus. La fureur qui grondait en moi depuis l'annonce de Claire. « Sors tes affaires, maman », avait atteint un point de non-retour. Chaque mot, chaque regard condescendant de ma fille et de son mari, Marc, était une blessure de plus, mais aussi un carburant pour ma révolte. Ils croyaient m'avoir reléguée au rôle de vieille femme docile, une ombre dans ma propre maison. Mais ils ignoraient que je forgeais, dans l'ombre, un plan pour reprendre ce qui m'appartenait. Ce matin-là,
Alors que la maison était encore plongée dans un silence trompeur, je me tenais devant mon miroir, non pas pour me lamenter, mais pour me rappeler qui j'étais Anne Dubois, 70 ans, veuve, mais surtout une femme qui avait dirigé, aimé, construit, et qui n'allait pas se laisser piétiner par l'ingratitude de ceux qu'elle avait élevés. Claire et Marc planifiaient de transformer ma maison en leur rêve moderne. Mais ils allaient bientôt découvrir que ce rêve reposait sur un château de cartes, prêt à s'effondrer sous le poids de ma vérité. Je commençais ma journée en vérifiant une fois de plus les documents dans mon tiroir secret, l'acte de propriété de la maison, le testament de Henri, les relevés bancaires prouvant que chaque facture, électricité, eau, taxes, était payée par mon compte pendant 2 ans. Claire et Marc avaient vécu comme des parasites, utilisant mes ressources tout en me traitant comme une domestique. Mais ce n'était pas tout. Leur audace avait atteint un nouveau sommet. La veille, en rentrant d'une course, j'avais surpris une conversation entre Claire et un homme en costume, un agent immobilier. Dans mon salon, cette maison a un potentiel énorme. Madame Dubois, disait-il à Claire, pensant qu'elle était la propriétaire, avec quelques rénovations, vous pourriez la vendre à un prix exorbitant. Votre mère, elle est assez d'accord pour tout ça. Claire avait ri. Un rire qui m'avait glacé le sang. Oh, maman, elle est trop vieille pour comprendre ce genre de choses. Elle signera ce qu'on lui dira. Trop vieille, incapable. Ces mots résonnaient comme une insulte à tout ce que j'avais accompli. J'avais géré une entreprise de textile pendant 20 ans, négocié avec des fournisseurs à Paris et à Milan, pris des décisions qui avaient fait prospérer notre famille. Et eux, ils pensaient que j'étais une vieille femme sénile qu'on pouvait manipuler comme une marionnette. Ce n'était pas la première fois que leur mépris me frappait en plein cœur. Quelques jours plus tôt, j'avais trouvé mes albums photos, ceux où j'avais soigneusement collé les souvenirs de mes 40 ans de mariage avec Henri, nos voyages à Nice, nos Noëls en famille, les premiers pas de Claire, jetés dans la poubelle du garage. C'est du fouillis, maman, m'avait lancé Claire quand je l'avais confrontée. Les larmes aux yeux, on a besoin d'espace pour des choses modernes. Ces vieilles photos ne servent à rien. Elle avait remplacé mes précieux souvenirs par des tableaux abstraits, hors de prix, achetés avec mon argent. Bien sûr, chaque page arrachée, chaque photo froissée, était comme une partie de mon âme qu'on piétinait. Mais ce n'était pas tout. Marc, avec son arrogance habituelle, avait pris l'habitude de garer sa voiture de sport, payée. Je le découvris plus tard, avec un prêt garanti par mes économies, dans mon garage, reléguant ma petite Citroën à la rue. C'est plus pratique, Anne, m'avait-il dit avec un sourire narquois. Pratique pour qui, pour eux, qui vivaient comme des rois dans ma maison, tandis que je devenais une étrangère dans mon propre foyer. Ce matin-là, je décidai qu'il était temps d'agir. Je pris mon téléphone et envoyai un nouveau message à Sophia, mon amie avocate, dont l'esprit acéré n'avait rien perdu de sa vigueur, malgré ses 68 ans. Sophia, peux-tu vérifier mes droits sur la maison et préparer un courrier officiel pour Claire et Marc? Je veux qu'ils comprennent qu'ils n'ont aucun pouvoir ici. Sa réponse fut immédiate. Anne, je m'en occupe. Apporte-moi tous tes documents demain. Ils vont regretter d'avoir sous-estimé une Dubois. Cette phrase me fit sourire pour la première fois depuis des semaines. Sophia avait toujours été ma complice, celle qui me rappelait ma force quand je doutais de moi. Encouragée par son soutien, j'ouvris un nouveau compte bancaire en ligne, transférant discrètement une partie de mes économies pour qu'elles soient hors de portée de Claire et Marc. Pendant 2 ans, ils avaient eu accès à mon compte principal, croyant que je ne remarquerais rien. Mais j'avais tout documenté, chaque retrait non autorisé, chaque dépense pour leurs caprices, chaque facture payée avec mon argent. J'avais même pris des photos de la maison avant et après leur changement, des preuves de leur intrusion dans mon espace, de leur mépris pour mon histoire. Mais ce qui fit monter ma colère à un niveau jamais atteint fut une découverte que je fis ce même jour. En fouillant dans le bureau de Claire, celui qu'il voulait transformer en salle de jeu, je tombai sur un courriel imprimé.
adressé à un certain M. Dubois, envoyé par un notaire. Le message parlait d'un plan pour transférer la propriété de la maison à Claire et Marc, en utilisant un faux diagnostic médical, affirmant que j'étais mentalement incompétente pour gérer mes affaires. Ils avaient l'audace de préparer un dossier pour me faire déclarer sénile, pour me dépouiller légalement de ce qui m'appartenait. Mon sang bouillait. Ils ne se contentaient pas de me voler mon espace, mon argent, ma dignité. Ils voulaient m'effacer complètement, me réduire à une vieille femme incapable, bonne à enfermer dans un hospice bon marché. Je serrais les poings, les larmes de rage roulant sur mes joues. Comment ma propre fille, celle que j'avais portée, aimée, protégée, pouvait-elle trahir à ce point? Comment pouvait-elle croire que je me laisserais faire? Je décidai de passer à l'action. Ce même après-midi, je contactai M. Cartier, un agent immobilier recommandé par ma cousine, Élise, qui travaillait dans l'immobilier à Bordeaux. M. Cartier, j'aimerais une évaluation de ma maison. Je pense à la vendre. Sa voix, professionnelle et chaleureuse, me rassura. Madame Dubois, je peux être là demain après-midi. Votre maison, d'après ce que je sais, est dans un quartier très prisé. Vous pourriez être surprise par sa valeur. Surprise, j'espérais bien l'être. Si Claire et Marc voulaient jouer à me chasser de chez moi, ils allaient découvrir que cette maison, ce trésor qu'ils convoitaient, valait bien plus qu'ils ne l'imaginaient et qu'elle était à moi. En attendant, je continuais à jouer mon rôle de vieille femme discrète, laissant Claire et Marc croire qu'ils avaient le contrôle. Ce soir-là, au dîner, Claire annonça, avec son sourire hypocrite, « Maman, on a décidé de rénover toute la maison. On va transformer ton bureau en salle de cinéma et on pense que tu devrais chercher un petit appartement, quelque chose de plus adapté à ton âge, adapté à mon âge. » Elle parlait comme si j'étais une invalide, incapable de vivre dans ma propre maison, Marc ajouta, avec une arrogance qui me donna envie de hurler. « On a déjà contacté un architecte, ce sera magnifique, tu verras. Tu seras mieux ailleurs, mieux ailleurs. » Dans ma maison, celle que j'avais payée avec des années de travail, de sacrifices, d'amour, je ravalais ma colère, affichant un sourire forcé. « Très bien, je vais y réfléchir, » dis-je calmement, alors que mon esprit bouillonnait. Ils pensaient de m'avoir brisé, mais ils ignoraient que j'avais déjà commencé à poser les fondations de leur chute. Ce soir-là, ma petite fille, Emma, vint me voir dans ma chambre, son visage marqué par l'inquiétude. « Mamie, maman dit que tu vas aller vivre dans une maison de retraite, c'est vrai. » Sa voix tremblait. Et ses yeux, si semblables à ceux de Claire enfant, me brisèrent le cœur. « Non, ma chérie, » murmurai-je, caressant ses cheveux. « Mamie ne va nulle part où elle ne veut pas aller. » Emma me confia alors quelque chose qui fit grimper ma rage encore plus haut. « Maman a dit à ses amis que tu perdais la tête, que tu oubliais des choses et qu'ils devaient prendre soin de toi pour ton bien. » Pour mon bien, ces mots étaient une insulte, une manipulation éhontée. Claire répandait des mensonges sur ma santé mentale pour justifier son plan de me dépouiller. Je serrais Emma dans mes bras, lui promettant que tout irait bien. Mais, en mon fort intérieur, je jurais que Claire et Marc paieraient pour chaque mensonge, chaque humiliation. Le lendemain, Cartier arriva à la maison, impeccable dans son costume gris, une mallette en cuir à la main. Claire et Marc étaient absents, occupés à planifier leurs rêves avec l'architecte. Je guidais Cartier à travers la maison, chaque pièce me rappelant les souvenirs qu'ils avaient tenté d'effacer. Il prit des notes, des photos, mesurant chaque espace avec une précision professionnelle. « Madame Dubois, cette maison est un bijou. Dans ce quartier, avec cette superficie et cet état, je dirais qu'elle vaut entre 450 000 et 500 000 euros. Peut-être plus si nous trouvons le bon acheteur. » Ces chiffres me firent l'effet d'un électrochoc. 450 000 euros plus que suffisant pour acheter un nouvel appartement, vivre confortablement et laisser un héritage à Emma. Mais surtout, c'était une arme, une preuve que cette maison, qu'ils traitaient comme leur terrain de jeu, était mienne,
Combien de temps pour vendre, demandai-je. Avec une propriété comme celle-ci, quelques semaines suffisent pour attirer des offres sérieuses, répondit-il avec un sourire confiant. Je hochai la tête, mon cœur battant à l'idée de ce qui allait suivre. En rentrant ce soir-là, Claire et Marc continuèrent leur mascarade. Ignorant que j'avais déjà posé les premières pierres de ma revanche, Claire, toujours avec son ton faussement doux, me lança. « Maman, on a trouvé un petit appartement parfait pour toi, près d'un centre pour seniors. Tu seras tellement mieux là-bas, mieux dans un endroit où je serai entourée de gens qui me considéreraient comme une vieille femme finie, tandis qu'ils vivraient dans ma maison, profitant de mon argent. Leur arrogance était insupportable, mais je gardais mon calme, répondant simplement « Je vais y penser ». En réalité, je pensais à autre chose à l'instant où ils recevraient le courrier officiel de Sophia, à leur visage décomposé lorsqu'ils réaliseraient que leur plan s'effondrait. Je pensais à Emma, à qui je voulais offrir un avenir libre de l'égoïsme de ses parents. Je pensais à chaque insulte, chaque humiliation, chaque moment où il m'avait fait sentir comme une intruse dans ma propre vie. Ce soir-là, seule dans ma chambre, je revis les photos que j'avais prises des changements imposés par Claire, le salon transformé. Ma cuisine envahie, mon bureau vidé. J'écoutais les enregistrements de leurs conversations, où ils riaient de ma prétendue faiblesse, planifiant de me pousser dehors. Chaque mot était un poignard, mais aussi une raison de plus de me battre. J'avais été trop patiente, trop gentille, trop silencieuse, mais cette époque était révolue. Anne Dubois n'était pas une vieille femme fragile. J'étais une tempête prête à éclater, et Claire et Marc allaient bientôt sentir toute la force de ma colère. Alors que je m'endormais, je visualisais le moment où je leur tendrais le courrier de Sophia, où je leur montrerais les documents prouvant que tout, la maison, la voiture, l'argent, m'appartenait. Ils pensaient de m'avoir vaincue, mais ils avaient réveillé une femme qu'ils ne connaissaient pas. Une femme prête à tout reprendre, à leur faire payer chaque larme, chaque humiliation, chaque mensonge. Le compte à rebours avait commencé. Le moment était venu. La colère qui bouillonnait en moi, nourrie par 2 années d'humiliation, de mépris et de trahison, atteignait son apogée. Claire et Marc, ma fille et son mari, avaient cru pouvoir me chasser de ma maison, me réduire à une vieille femme sénile, une ombre qu'ils pouvaient manipuler à leur guise, mais ils avaient sous-estimé Anne Dubois. Ce matin-là, je tenais entre mes mains l'arme ultime, un courrier officiel préparé par Sophia. Mon amie avocate, un document qui allait faire trembler les fondations de leur arrogance. Ce n'était pas une simple lettre. C'était une déclaration de guerre, un rappel cinglant que cette maison, ses murs, ses souvenirs, tout m'appartenait. Alors que je posais l'enveloppe, scellée sur la table de la salle à manger, je sentais une énergie nouvelle m'envahir, une rage froide et déterminée. Ils voulaient me briser. Ils allaient découvrir que j'étais une tempête et qu'ils étaient sur le point d'être balayés. La veille, Cartier, l'agent immobilier, m'avait confirmé que ma maison, ce foyer que j'avais construit avec Henri, valait au moins 450 000 €, peut-être plus. Cette nouvelle avait renforcé ma résolution. Non seulement j'allais reprendre le contrôle, mais j'allais le faire avec une force qu'ils n'auraient jamais imaginée. J'avais déjà signé les documents pour mettre la maison en vente. Et j'avais trouvé un appartement parfait près du parc de Bordeaux, conçu pour les seniors actifs comme moi, avec un balcon donnant sur les arbres et une chambre pour ma petite fille. Emma, ce n'était pas une retraite, c'était une renaissance. Mais avant de tourner la page, je devais m'assurer que Claire et Marc comprennent l'ampleur de leur erreur. Ils avaient passé 2 ans à me traiter comme une domestique, à utiliser mon argent, à jeter mes souvenirs, à répandre des mensonges sur ma santé mentale. Leur dernier coup, une rumeur odieuse dans le quartier, orchestrée par Claire avec l'aide de Madame Lefebvre, la voisine médisante, affirmant que j'étais mentalement instable et que j'essayais de voler la maison à ma propre fille. Cette calomnie,
colporté lors d'une réunion de quartier, avait fait bouillir mon sang. Il ne se contentait pas de me dépouiller. Il voulait salir mon nom, ma réputation, ma dignité. Ce jour-là, je décidai de frapper fort. Le courrier de Sophia, adressé à Claire Dubois et Marc Lefebvre, résidents temporaires, était une bombe à retardement. Il stipulait clairement que j'étais la seule propriétaire de la maison, que toute modification ou décision concernant la propriété nécessitait mon autorisation écrite, et que leur présence dans mon foyer était soumise à mon bon vouloir. Je laissai l'enveloppe bien en vue, sachant qu'ils la trouveraient en rentrant, mais ce n'était pas tout. J'avais un autre rendez-vous crucial ce matin-là. À la banque, avec M. Richter, mon conseiller financier de longue date, Madame Dubois. « Que puis-je pour vous ?» demanda-t-il avec son sourire chaleureux. « Fabien, je veux sécuriser mes finances, retirer tout accès à Claire et Marc sur mes comptes et transférer mes fonds sur un nouveau compte, à mon nom uniquement. » En 1 heure, je repris le contrôle total de mes économies, coupant les ponts financiers que j'avais naïvement laissés ouverts pour eux. Chaque facture, électricité, eau, taxes, serait désormais payée depuis ce nouveau compte, hors de leur portée. « Y a-t-il un problème, Madame Dubois ?» demanda Fabien, intrigué. « Pas avec les comptes, Fabien, avec ceux qui ont abusé de ma générosité. » En quittant la banque, je me sentais plus légère, comme si je venais de briser des chaînes invisibles. Mais l'apogée de ma colère arriva ce soir-là, lors d'une réunion de quartier organisée par Madame Lefebvre dans la salle communale. Claire, avec son talent pour la manipulation, y avait répandu ses mensonges, prétendant que j'étais une vieille femme confuse, incapable de gérer mes affaires, et que leur plan de rénover ma maison était pour mon bien. Les voisins, influencés par ces larmes de crocodile, m'avaient regardé avec pitié, certains avec méfiance. Ce fut la goutte d'eau. J'entrai dans la salle, mon dossier de documents sous le bras, et pris la parole sans y être invitée. « Mesdames et messieurs, je suis Anne Dubois, et je suis ici pour rétablir la vérité. » Les murmures s'arrêtèrent net. Claire, assise au premier rang, blêmie. Ma fille et son mari prétendent que je suis sénile, que je perds la tête. Mais laissez-moi vous montrer quelque chose. Je sortis l'acte de propriété, le testament d'Henri, les relevés bancaires prouvant que j'avais payé chaque facture de cette maison pendant 2 ans. Puis, je diffusais sur mon téléphone un enregistrement de Claire riant avec Marc. Maman ne se rendra compte de rien. On vendra la maison, et elle ira dans un hospice. Un silence horrifié envahit la salle. Madame Lefebvre, rouge de honte, bafouilla des excuses. Claire tenta de se lever, criant « C'est un malentendu ». Mais je l'interrompis. Ma voix tremblante de rage. « Un malentendu. Tu as jeté mes albums photos, utilisé mon argent, menti sur ma santé pour me voler ma maison. Tu oses parler de malentendu. » Les voisins, choqués, se tournèrent vers elle, leur regard passant de la pitié pour moi à la condamnation pour elle. Pasteur Jacques, le responsable de la réunion, s'approcha de moi après coup, la mine contrite. « Anne, je suis désolée. Nous avons cru Claire. » Je hochai la tête, mais ma colère ne s'apaisa pas. Ils avaient tous cru à ces mensonges, et cela me brûlait encore. En rentrant, je trouvai Claire et Marc dans le salon, l'enveloppe ouverte devant eux. Marc, livide, tenait les documents, tandis que Claire, les yeux rougis, bredouilla « Maman, comment peux-tu nous faire ça, après tout ce qu'on a fait pour toi ?» Sa voix était un mélange de panique et de fausse indignation. « Ce que vous avez fait, » répliquai-je, ma voix tranchante comme un rasoir. « Vous avez volé mon argent, jeté mes souvenirs, menti sur ma santé et essayé de me chasser de ma maison. » Marc tenta de jouer la carte de la raison. « Anne, on peut discuter, on a peut-être exagéré, mais on voulait ton bien, mon bien. » Ces mots étaient une insulte. Mon bien. Vous avez décidé que je devais vivre dans un hospice, sans même me demander ce que je voulais. Claire éclata en sanglots.
mais ses larmes ne m'atteignaient plus. « Maman, on t'aime, on voulait juste moderniser la maison, » cria-t-elle. « Moderniser. » Avec mon argent, sans ma permission, vous avez transformé mon foyer en votre terrain de jeu et moi en votre domestique. J'ai pris une profonde inspiration, ma voix devenant glaciale. La maison est en vente, elle sera sur le marché la semaine prochaine. Vous avez 1 mois pour trouver un autre endroit où vivre. Claire s'effondra sur le canapé. Hurlant, « Tu ne peux pas faire ça. C'est aussi notre maison, je la fixais. » Ma rage contenue dans un calme terrifiant. « Non, Claire, vous étiez des invités qui ont oublié leur place. » Marc, pour la première fois, sembla comprendre l'ampleur de leur erreur. « Anne, on peut s'arranger. On peut payer un loyer, changer les choses. Trop tard. Vous avez eu 2 ans pour changer. Vous avez choisi de me mépriser. Maintenant, assumez les conséquences. » Le lendemain, je signai les derniers documents avec M. Cartier pour lancer la vente. La maison attira immédiatement l'attention, et en quelques jours, nous reçûmes une offre de 470 000 € d'un jeune couple enthousiaste. « Madame Dubois, c'est une excellente offre, » dit M. Cartier. « Voulez-vous attendre d'autres propositions? »« Non, » répondis-je. « Je veux avancer. » J'avais déjà acheté mon nouvel appartement, un havre de paix où je pourrais vivre selon mes règles. J'y avais même prévu une chambre pour Emma, ma petite fille, qui m'avait appelée, bouleversée mais compréhensive. « Mamie, je suis désolée pour ce que maman et papa t'ont fait. Je peux venir vivre avec toi parfois. » Sa voix douce était un baume sur mes blessures. « Bien sûr, ma chérie, ma maison sera toujours la tienne. » Mais avant de partir, je devais régler une dernière chose, mon testament. Avec Sophia, je le réécrivis. La moitié de mon patrimoine irait à Emma, à ses 25 ans, pour qu'elle puisse construire son avenir. L'autre moitié serait partagée entre 3 associations aidant les femmes âgées en difficulté. Claire et Marc recevraient un montant fixe, juste assez pour redémarrer, mais ils n'étaient plus mes héritiers principaux. Sophia, en signant les documents, me regarda avec admiration. « Anne, tu es une force de la nature. » Ce n'était pas une question de force, c'était une question de justice. Le jour de mon déménagement, je quittai la maison sans un regard en arrière. Claire et Marc, silencieux, évitaient mon regard. Leur valise à moitié faite. Ils avaient enfin compris que leur arrogance les avait menés à leur perte. Dans mon nouvel appartement, je m'assis sur le balcon, un verre de vin à la main, regardant le soleil se coucher sur le parc. Pour la première fois depuis 2 ans, je respirais librement. J'étais Anne Dubois, une femme qui avait repris son pouvoir, sa dignité, sa vie. Claire et Marc avaient cru m'effacer, mais ils avaient réveillé une lionne, et cette lionne ne se tairait plus jamais. L'histoire d'Anne Dubois, une femme de 70 ans qui a repris le contrôle de sa vie face à l'ingratitude et au mépris de sa fille Claire et de son mari Marc, est une saga bouleversante qui résonne profondément avec des valeurs chères à la culture française, la dignité, l'indépendance et le respect de soi, en France, où l'on valorise l'autonomie personnelle tout en chérissant les liens familiaux. Cette histoire suscite une indignation viscérale, mais aussi une admiration sans borne pour la résilience d'Anne. À travers son parcours, nous pouvons tirer des leçons précieuses, applicables à notre propre vie, pour naviguer dans les relations familiales, défendre nos droits et préserver notre estime de soi. Tout d'abord, l'histoire d'Anne met en lumière l'importance de ne jamais laisser les autres définir notre valeur. Claire et Marc ont traité Anne comme une vieille femme inutile, reléguant ses désirs et ses contributions au second plan. Ce mépris, ancré dans une forme de jeunisme et d'arrogance, est malheureusement un phénomène que beaucoup peuvent reconnaître dans la société française contemporaine, où les aînés sont parfois perçus comme des fardeaux. Anne, cependant, refuse de se conformer à cette image. Elle nous enseigne qu'à tout âge, nous avons le droit de revendiquer notre place, nos choix et notre dignité. Dans nos vies, cela signifie apprendre à dire non
lorsque nos limites sont franchies, que ce soit dans la famille, au travail ou dans la société. Par exemple, si un proche ou un collègue minimise nos efforts ou nous traite avec condescendance, il est essentiel de fixer des limites claires, comme Anne l'a fait en confrontant Claire avec des preuves irréfutables de son autorité. Ensuite, l'histoire souligne la nécessité de protéger nos ressources, qu'elles soient matérielles, émotionnelles ou spirituelles. Anne a découvert que Claire utilisait son argent pour financer un mode de vie extravagant, tout en prétendant s'occuper d'elle. Cette trahison financière est un rappel brutal que la confiance, même envers la famille, doit être accompagnée de vigilance, en France, où l'héritage et la propriété sont des sujets sensibles. Cette leçon est particulièrement pertinente. Nous devons apprendre à gérer nos finances avec prudence, en vérifiant régulièrement nos comptes et en limitant l'accès à ceux qui pourraient en abuser. Cela peut signifier, par exemple, ouvrir un compte bancaire séparé pour des dépenses personnelles ou consulter un notaire pour sécuriser nos biens, comme Anne l'a fait avec l'aide de Sophia. Au-delà de l'aspect matériel, il s'agit aussi de protéger notre énergie émotionnelle, ne pas laisser des relations toxiques nous épuiser, mais plutôt investir dans celles qui nous élèvent, comme Anne l'a fait avec sa petite fille Emma. Une autre leçon cruciale est celle de la planification stratégique face à l'adversité. Anne n'a pas agi sous le coup de l'émotion. Bien que sa colère soit palpable, elle a documenté les abus, consulté une avocate, sécurisé ses finances et planifié sa sortie avec une précision méthodique. Cette approche réfléchie reflète une valeur française d'élégance dans l'adversité, ne pas céder à l'impulsivité, mais agir avec intelligence et détermination. Dans nos vies, cela nous encourage à anticiper les conflits potentiels et à nous préparer. Par exemple, si nous sentons qu'une relation familiale devient oppressante, nous pouvons tenir un journal des incidents, consulter un professionnel avocat, thérapeute ou établir un plan pour reprendre notre autonomie, que ce soit en déménageant, comme Anne, ou en réorganisant nos priorités. Enfin, l'histoire d'Anne nous rappelle l'importance de la communauté et du soutien. En France, les liens d'amitié et les réseaux sociaux sont essentiels, et Anne s'appuie sur Sophia, son amie avocate, et sur Élise, sa cousine, pour mener à bien son plan. Ces relations lui donnent la force de se battre. Cela nous enseigne qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, que ce soit à des amis, à des professionnels ou à des associations. Par exemple, si nous nous sentons isolés face à une situation familiale difficile, rejoindre un groupe communautaire ou consulter un conseiller peut faire toute la différence. Anne a également reconstruit son lien avec Emma, montrant que l'amour véritable peut transcender les conflits familiaux. Une valeur profondément ancrée dans la culture française. En conclusion, l'histoire d'Anne Dubois est un cri de ralliement pour toutes les personnes qui se sentent invisibilisées ou méprisées. Elle nous apprend à défendre notre dignité, à protéger nos ressources, à planifier avec intelligence et à nous appuyer sur notre communauté. Dans une société française qui valorise à la fois l'individualité et la solidarité, ces leçons sont universelles. Appliquons-les en fixant des limites claires, en gérant nos ressources avec soin et en cherchant du soutien lorsque nécessaire. Comme Anne, nous pouvons transformer notre colère en une force de changement, prouvant que personne, pas même nos proches, ne peut nous réduire à une ombre de nous-mêmes. Si cette histoire vous a touché, si la résilience d'Anne vous inspire, likez cette vidéo, partagez-la avec vos amis et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres récits aussi puissants. Laissez un commentaire avec le mot « courage » pour montrer votre soutien à toutes les Anne Dubois qui se battent pour leur dignité. Ensemble, célébrons le pouvoir de reprendre sa vie en main. L'histoire d'Anne Dubois, une femme de 70 ans qui a repris le contrôle de sa vie face à l'ingratitude et au mépris de sa fille Claire et de son mari Marc, est une saga bouleversante qui touche au cœur des valeurs françaises, la dignité, l'indépendance et le respect de soi. Ce récit, vibrant d'émotion et de tension,
nous plonge dans un tourbillon d'indignation face à l'injustice subie par Anne, mais aussi d'admiration pour sa résilience et sa détermination. Dans une société française où l'on chérit à la fois les liens familiaux et l'autonomie personnelle, cette histoire résonne comme un cri de révolte contre ceux qui abusent de la confiance et de la générosité des aînés. À travers le parcours d'Anne, nous pouvons tirer des leçons profondes et concrètes, applicables à notre quotidien, pour protéger notre dignité, nos ressources et notre place dans le monde. Le premier sentiment qui émerge en suivant l'histoire d'Anne est une colère viscérale face à l'ingratitude de Claire et Marc. Comment une fille peut-elle traiter sa propre mère, celle qui l'a élevée avec amour, comme une simple domestique dans sa propre maison? Les détails de leur comportement: jeter les albums photos d'Anne, utiliser son argent pour des dépenses extravagantes, répandre des mensonges sur sa santé mentale, sont autant de coups de poignard qui réveillent une indignation universelle, en France, où la famille est un pilier sacré. Cette trahison est d'autant plus choquante. Elle nous rappelle que l'amour familial n'est pas une garantie contre le mépris ou l'exploitation. La leçon ici est claire: nous devons apprendre à reconnaître les signes d'abus, même de la part de ceux que nous aimons. Si un proche commence à minimiser nos contributions, à envahir notre espace ou à prendre des décisions à notre place, il est crucial d'agir rapidement. Par exemple, dans nos vies, cela peut signifier avoir une conversation franche pour établir des limites ou, comme Anne, consulter un professionnel pour protéger nos droits. Cette vigilance est essentielle pour préserver notre estime de soi, un concept cher à la culture française, où l'on valorise l'idée de rester maître de soi face à l'adversité. Un autre aspect poignant de l'histoire est la manière dont Anne est devenue invisible dans sa propre maison. Les Français, qui attachent une grande importance à l'identité personnelle et à l'expression de soi, peuvent ressentir une profonde empathie pour cette perte d'identité. Claire et Marc ont non seulement pris le contrôle des espaces physiques d'Anne, son salon, sa cuisine, son bureau, mais ils ont aussi effacé son rôle de matriarche, de femme forte et compétente. Ce processus d'invisibilisation est un rappel brutal que l'âge, dans notre société, peut parfois être utilisé comme une arme pour marginaliser. Pourtant, Anne refuse de se laisser définir par les stéréotypes. Elle nous enseigne que l'âge n'est pas synonyme de faiblesse, mais une source de sagesse et de force. Dans nos vies, cela nous pousse à valoriser nos expériences, à ne pas nous laisser réduire à des clichés. Par exemple, si nous sentons que notre voix est ignorée au travail ou dans la famille, nous pouvons affirmer notre expertise, partager nos idées avec assurance, ou même changer d'environnement pour être entouré de personnes qui nous respectent. Anne, en reprenant son pouvoir, incarne cette idée française d'élégance dans la résistance, une force calme mais implacable. L'histoire met également en lumière l'importance de protéger nos ressources, qu'elles soient matérielles ou émotionnelles. Claire et Marc ont profité de l'argent d'Anne, croyant qu'elle ne s'en rendrait pas compte. Ce vol financier, couplé à leur manipulation émotionnelle, est une trahison qui frappe fort. En France, où la gestion prudente des biens familiaux est une valeur ancrée, cette leçon résonne particulièrement. Nous devons être vigilants avec nos finances, vérifier régulièrement nos comptes et limiter l'accès à ceux qui pourraient en abuser. Par exemple, comme Anne, nous pouvons ouvrir un compte séparé pour nos dépenses personnelles ou consulter un notaire pour sécuriser notre patrimoine. Mais au-delà de l'argent, il s'agit aussi de protéger notre énergie émotionnelle. Anne a dépensé des années à essayer de maintenir la paix avec Claire et Marc, sacrifiant son bien-être. Cela nous rappelle de ne pas gaspiller notre énergie dans des relations toxiques. Au lieu de cela, nous devrions investir dans des liens qui nous nourrissent, comme Anne l'a fait avec sa petite fille Emma ou son amie Sophia. Dans la culture française, où l'amitié est une forme d'art, ce choix de privilégier des relations authentiques est une leçon précieuse. La planification stratégique d'Anne
est un autre aspect qui inspire. Plutôt que de céder à la colère immédiate, elle a agi avec une précision méthodique, documentant les abus, consultant une avocate, sécurisant ses finances et préparant la vente de sa maison. Cette approche réfléchie reflète une qualité française d'élégance dans l'action, ne pas se laisser emporter par l'émotion, mais canaliser sa rage en un plan efficace. Dans nos vies, cela nous encourage à anticiper les conflits et à nous préparer. Par exemple, si nous sentons qu'une relation devient oppressante, nous pouvons tenir un journal des incidents, consulter un avocat ou un thérapeute, ou planifier une sortie. Comme Anne l'a fait en achetant son nouvel appartement, cette préparation nous donne le pouvoir de transformer l'indignation en action constructive. Un principe qui résonne avec l'idée française de « faire les choses bien ». Enfin, l'histoire d'Anne souligne le rôle vital de la communauté. Dans une société française où les réseaux d'amis et les liens sociaux sont essentiels, le soutien de Sophia, Élise, et même des voisins qui finissent par reconnaître la vérité, est crucial pour la victoire d'Anne. Cela nous enseigne qu'il ne faut jamais hésiter à demander de l'aide. Que ce soit auprès d'amis, de professionnels ou d'associations. Le soutien extérieur peut faire basculer une situation. Par exemple, si nous nous sentons isolés face à une injustice, rejoindre un club, une association ou consulter un conseiller peut nous donner la force de nous battre. Anne a également reconstruit son lien avec Emma, prouvant que l'amour véritable transcende les conflits familiaux. Une valeur profondément française. En conclusion, l'histoire d'Anne Dubois est un puissant rappel que nous avons tous le droit de défendre notre dignité, nos ressources et notre identité, peu importe notre âge ou notre situation. Elle nous apprend à fixer des limites, à protéger nos biens, à planifier avec intelligence et à nous appuyer sur notre communauté. Dans une France qui valorise l'individualité et la solidarité, ces leçons sont universelles et intemporelles. Appliquons-les en disant non aux abus, en gérant nos ressources avec soin, en préparant nos actions avec stratégie et en cherchant le soutien de ceux qui nous respectent. Comme Anne, transformons notre colère en une force de changement, prouvant que personne ne peut nous réduire à une ombre de nous-mêmes. Si cette histoire vous a ému, si la force d'Anne vous inspire, likez cette vidéo, partagez-la avec vos proches et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits aussi captivants. Laissez un commentaire avec le mot « courage » pour rendre hommage à toutes les Anne Dubois qui se battent pour leur liberté. Ensemble, célébrons le triomphe de la dignité et de l'indépendance.